Anne-Cécile, j'aimerais bien que tu nous dises ce qui te reste de ton livre après toutes les réflexions que tu as pu avoir avec tous les interviews que tu as eues. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que l'andropause pour toi? Donc le livre, il est fait en deux grandes parties. Il y a une partie, je me suis mis à la place d'un homme et je me suis dit, si ça m'arrivait, vers qui je me tourne? Donc je suis allée voir tous les spécialistes qui apportent des solutions. En essayant d'être neutre, enfin je veux dire, il y en a qui m'ont parlé plus que d'autres, mais l'idée c'était que qui que soit le lecteur, quelles que soient ses envies de bouger un peu beaucoup sa vie, ses peurs, ses machins, qu'il ait une solution. Donc il y a cette partie-là, et là il y a deux choses que moi j'ai gardées pour moi dans ma vie, même si je suis pas androposée de fait. Il y a la partie Ayurveda qui m'a vraiment parlé, et la partie Tantra, parce que j'ai écouté ces témoignages, beaucoup de témoignages d'hommes qui sont arrivés à un moment au Tantra, et ils avaient l'air tellement éblouis par ce qu'ils vivaient, et beaucoup m'ont dit, si j'avais su que ça existait, que c'était ça, j'aurais pas attendu d'avoir des soucis d'érection pour aller voir de quoi ça parle. Donc ça, du coup, je me le suis approprié, et je découvre petit à petit le Tantra. Ça, c'est pour la partie solution. Et puis, il y a une partie témoignage, parce que je me suis dit, comme les hommes ne parlent pas, ils pensent qu'ils sont tout seuls avec leurs soucis. Donc, je veux aller écouter les hommes, savoir ce qu'ils vivent en termes de... je ne sais pas, en fait, puisqu'ils n'en parlent pas. Donc, j'ai découvert des hommes qui sont vraiment confiés à moi, qui m'ont parlé de leurs doutes, de leurs peurs, de leurs craintes, de leurs regrets, de leurs désirs. Et ça m'a beaucoup émue, déjà de découvrir ces hommes confiants et de découvrir ce que dans ma vie privée, il y a peu d'hommes qui me parlent à ce point de leur intimité. Et puis j'ai trouvé ça rassurant. En fait, je me suis dit, on est beaucoup plus semblables les uns les autres, enfin les hommes et les femmes, qu'on ne veut se le laisser croire, que la société veut nous laisser croire. Et en fait, si on arrive à parler, il y a vraiment de belles choses à construire ensemble. Donc, c'est ça, dans les grandes lignes, qui me reste après l'enquête, après l'écriture, et puis depuis quelques mois, le livre est sorti, parce que ça continue à travailler dans ma tête, et je continue à me nourrir, ça m'a amené, moi, à aussi me re-questionner sur ma propre vie amoureuse et sensuelle. J'ai pris conscience que moi aussi, j'étais écrasée par les diktats de cette société, que j'avais des comportements qui étaient aussi préformatés, que peut-être... en fait, petit à petit, je me suis posé des questions dites de féministe, et c'est pas un gros mot. Et j'ai reconsidéré toutes ces choses-là, de qu'est-ce que nous impose quasiment la société jusqu'à dans notre lit, et de quoi je me mêle, et de nos relations hommes-femmes. Et puis la conclusion de tout ça, c'est que quand même l'andropause, ça peut être une chance dans notre vie, dans la vie des hommes et dans la vie des couples. Parce que si on est d'accord pour se poser, pour se re-questionner à ce moment-là, puisque le corps dit, il y a un truc qui ne va pas complètement, qu'est-ce qu'on en fait? Si on est d'accord pour en parler et pour faire un bilan bien au-delà de cette partie sexuelle, mais c'est quoi notre sexualité, c'est quoi notre faire l'amour, c'est quoi notre couple, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on a envie de s'apporter, etc. En fait, ça s'ouvre sur des choses bien plus riches. Donc, au lieu de le voir comme la fin de quelque chose, pour moi, ça peut être aussi le début d'autres choses, de vraiment waouh. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aussi. Moi, je pense que c'est une chance dans la vie des hommes quand ça commence à baisser, leur sexualité n'est plus comme avant, pour plusieurs raisons. D'abord, pour un diagnostic médical. Il faut qu'ils aillent consulter, voir le cardiologue, voir leur prostate. Tout ça, voir, c'est hyper important et on le dit pas assez. Après, je pense qu'il y a un changement de cycle qui peut être une chance pour eux, parce qu'ils peuvent évoluer effectivement, comme tu dis, vers le tantra, vers d'autres choses, et revoir leur sexualité d'une façon différente.
Mais on n'a pas dit assez dans les vidéos qu'on a faites avec Nathalie qu'on peut aussi améliorer les petites choses une fois qu'on a un diagnostic où on est sûr qu'il n'y a pas de problème mécanique, médical. On peut améliorer aussi une érection qui ne tient pas aussi longtemps par un petit cock ring, tout simplement. Ouais. Mais ça, c'est quand même un peu cloche. Et améliorer cette espèce de joie de vivre et d'envie avec le précurseur de la DHEA, comme on a dit, la prégnénolone. Et là, à ce moment-là, on donne entre 30 et 50 mg par jour de ce produit qu'on achète facilement sur Internet. Et au bout de 2 mois, 3 mois, voire 6 mois pour les hommes, il y a 92% d'amélioration pour les hommes au bout de 6 mois. Donc ça vaut le coup quand même aussi d'essayer et de pas partir obligatoirement sur une autre manière de faire l'amour, mais avoir tout le potentiel qu'on peut avoir dans sa vie, c'est quand même vachement mieux. Et il n'y a pas besoin de faire des analyses, on peut acheter le truc sur Internet. Tout à fait, mais ça c'est mieux de faire une analyse, comme ça tu sais où tu pars, et puis après tu refais 6 mois après l'analyse et tu vois si tu donnes, peut-être que si tu prends 30 mg, c'est pas assez et qu'il faut que tu prennes 50. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Claudie. La base, le départ, c'est d'aller consulter. Et on a parlé de mécanique. Moi, mon mari me dit, mon corps, c'est comme une voiture. On fait un check-up régulier et entretenir son corps, c'est de la même façon, aller vérifier la cinquantaine que tout marche bien pour éviter d'avoir l'impression d'aller s'interroger sur quelque chose de psychologique qui ne marche pas alors que c'est peut-être quelque chose de complètement physiologique. Donc un check-up, une analyse pour moi est absolument essentielle pour pas s'embarquer vers un endroit de remise en question existentielle qui amène du stress, alors que ça peut être complètement vérifié d'une façon mécanique. Ouais. C'est ce qu'on dit, c'est ce que m'ont dit tous les spécialistes que j'ai interrogés. Ils m'ont dit d'abord on va vérifier qu'il n'y a rien en dessous de cette histoire sous ce mot andropause qui pourrait être plus problématique. Et une fois qu'on a évacué ça, alors on voit ce qu'on fait. Voilà, la perte d'énergie, je parle pour mon mari, enfin sa perte d'énergie, sa perte à l'approche de la soixantaine, d'énergie vitale, du matin être complètement un peu HS, perte d'érection matinale aussi, d'avoir envie de dormir entre 14h et 16h. En fait, il y avait de l'apnée du sommeil qui est souvent sous-évaluée et qui est aussi un impact supplémentaire qui affecte la libido et qui affecte l'envie et l'énergie sexuelle dirigée vers l'activité sexuelle. Donc ça, c'est aussi à voir dans l'analyse, en tout cas, la qualité du sommeil qui est complètement aussi, qui va avoir un impact sur la qualité du désir, et je parle pour les hommes de l'érection et pour les femmes de l'envie d'avoir envie aussi, qui est vraiment sous-estimé, très souvent pas connu. Et il y a une orthèse qu'on peut mettre avant même l'appareil, il y a une orthèse, enfin ils font des tests, et puis c'est un appareil dentaire en fait qui se met et qui régule la respiration et qui marche mais super bien, et ça marche tout de suite quoi. La récupération elle se fait pas sur plusieurs mois, elle se fait quasi dans la semaine, c'est assez hallucinant. Après il y a la pollution qui est de plus en plus grande et les hommes de 40 ans, je veux pas dire, mais ils vendent beaucoup moins que il y a 40 ans, il y a 50 ans. Il y a des problèmes de dysfonction érectile, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus si on considère ce que disent les spécialistes, beaucoup plus avant la soixantaine ou avant la cinquantaine qu'il y a quelques années auparavant. Ça c'est vrai, c'est noté. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut déjà ne plus utiliser les produits en plastique là qu'on met sur tous les emballages.
Ça, c'est très, très toxique pour les hommes. On peut manger le plus sain possible et faire toujours du sport pour les hommes. Je crois que c'est indispensable. Il y a aussi l'eau. L'eau, ouais. L'eau, oui, parce que l'eau, dans l'eau, on récupère tous les déchets de médicaments, tous les résidus de médicaments. C'est ça. Donc, filtrer son eau me semble important. Ouais, si on arrive à filtrer vraiment les hormones, ce qui n'est pas sûr. Hein. Je suis pas sûre qu'on filtre vraiment bien. Hein. Mais bon. Bah, c'est déjà une étape. Voilà. Qu'est-ce que, avec ton livre, Anne-Cécile, qu'est-ce qui t'a le plus touché, en tout cas, ou quelles ont été tes prises de conscience dans l'écriture de ce livre autour de l'andropause? Ce qui m'a le plus touché, c'est que la sensibilité des hommes, elle existe, elle est souvent cachée, ils la cachent eux-mêmes, et je crois pour certains, qu'ils en souffrent eux-mêmes. C'est-à-dire le diktat de cet homme viril, eux aussi en souffrent. Et ça m'a vraiment marqué. Tous victimes de notre non-connaissance et notre non-autorisation à vivre notre sensibilité, nos désirs, des choses comme ça. En fait, on avance un peu dans notre sexualité comme si tout allait de soi et tout était tout pareil pour tout le monde. Alors, en tant que femme, ça fait longtemps que je me dis, mais ça ne peut pas être que ça, faire l'amour. Mais j'avais l'impression que ça allait bien aux hommes. Et en fait, même aux hommes, ça va pas si bien que ça. Et pour moi, c'était vraiment, alors, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Si en fait, on est tous d'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée et portée dans la joie, quoi. Il y a plein d'espoir là-dedans. Donc, l'envie d'explorer différemment, de s'autoriser à être dans les diverses émotions et puis surtout de parler, quoi, de dialoguer, de parler et de s'exposer d'une certaine façon. Exposer sa vulnérabilité, exposer ses interrogations face à quelque chose qui ne marche plus comme avant. C'est aussi le grand challenge du couple, hein, puisqu'on parle beaucoup du couple, puisque ça affecte les deux partenaires. C'est généralement, en tout cas moi dans mon cabinet, je sais pas toi Claudie, mais dans mon cabinet, l'aspect, s'il y a quelque chose, la mécanique qui ne marche pas chez l'un, ou la perte de désir chez l'un, affecte l'autre et affecte les partenaires. Et donc c'est complètement pour moi, c'est insensé de dire que je ne porte que la responsabilité. J'ai pas de désir, ce n'est que ma responsabilité, parce que ça rejaillit aussi sur l'autre, qui va avoir un comportement qui va peut-être accentuer le stress. Et donc, c'est un système. Je veux dire, la ménopause, l'andropause, la perte de désir, la dysfonction érectile, le dysfonctionnement dans le désir, c'est un système et ce n'est pas simplement une charge individuelle à porter. Enfin, ça, c'est ce que je vois dans mon cabinet, en tout cas. Je sais pas, toi, Claudie, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, j'ai pas beaucoup d'hommes qui se plaignent. De toute façon, dès qu'ils commencent à se plaindre, ils vont vite chez le toubib faire des examens. Et il faut vraiment que je les titille, hein, parce que comme ils viennent pas pour une consultation de sexo toujours, je suis obligée de leur demander. Mais les hommes vont pas bouger tant qu'ils sont dans la norme. Et les femmes, par contre, elles ont tendance plus à bouger parce qu'elles sentent qu'il y a autre chose que la sexualité pénétrative et toujours identique. Et grâce aussi à Laura Pinson et ses hérotypes, ça ouvre tout un panel. Il y a quand même des hommes qui s'aperçoivent qu'ils sont quand même beaucoup plus sensitifs que primals et ça leur fait du bien de pouvoir le dire et oser rentrer là-dedans avec quelque chose de plus féminin et même maintenant on parle des orgasmes beaucoup plus entiers pour les hommes, ce qui c'est vraiment une révolution importante et ça va être bien
dans les prochaines années. Les hommes vont s'occuper mieux d'eux. Oui, il y a une autre chose que j'ai remarqué depuis que j'en parle, que les jeunes, ça les intéresse beaucoup comme sujet. Ouais. Ils sont beaucoup plus ouverts, il me semble, que ceux de ma génération. Mais même ceux-là, en fait, quand le fait que je dise j'ai écrit un livre sur l'andropause, c'est comme si j'avais la neutralité du docteur un peu. Et quand et en plus, je crois que j'ai un regard assez apaisant sur le sujet. Et donc, ils se disent, bon, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de... Et alors, ils s'autorisent cela à parler. En fait, quand c'est amené avec douceur et avec ouverture, tout le monde est d'accord pour parler. Mais c'est compliqué. Enfin, pour moi, j'avais la meilleure position. Hein. Que ce qui a été bien dans ton livre, il y a une mode là, on reparle de l'andropause. Et je voudrais pas qu'on arrive à cette espèce que ça entraîne une peur à l'homme ça ressemble à la ménopause et que on sent les labos derrière avec leur testostérone pas loin. Et il y a, c'est tellement exceptionnel le déficit, le déficit androgénique lié à l'âge. Et que même quand tu as des gens qui ont ce déficit, qui n'ont pas du tout de testostérone, ils peuvent avoir une sexualité complètement normale et vraiment avoir une libido. Je pense que c'est aussi le désir de vivre et garder cette espèce d'œil pétillant face à la vie, face à la sexualité. Et ça, c'est pas simple à donner, mais bon, voilà. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos vidéos avec Nathalie. Anne-Cécile, ce serait gentil de te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Anne-Cécile Michelet, je suis autrice, notamment, je suis autrice de 5 livres, et le dernier, qui est sorti en mars 2023, traite de l'andropause. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous échangeons sur le thème. Et... Voilà. Oui, donc j'ai écrit un livre sur l'andropause qui s'appelle Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause, mais que vous n'osez pas demander. Et j'ai écrit sur ce sujet parce que je le connaissais absolument pas, c'est-à-dire j'en avais jamais entendu parler, même pas le mot, jusqu'à ce que mon compagnon, dans notre chambre à coucher, enfin, je le voyais déjà préoccupé par les changements de son corps, ce qui me semblait à peu près normal vu qu'on a le même âge et que donc moi aussi mon corps bouge. Et puis après 2 ou 3 pannes d'érection ou érection qui tient moins qu'il n'aurait souhaité, j'ai dû lui dire c'est pas grave, ça va passer parce qu'en général c'est ce qui se passe, c'est pas grave et ça passe. Et là il m'a dit mais non, j'ai vu mon généraliste et c'est l'andropause. Et je lui ai demandé ce que c'était. Donc, il m'a expliqué que c'est quelque chose qui arrive aux hommes à partir de 45 ans avec tel et tel symptôme. Et là, j'ai été atterrée, non pas par les symptômes, mais par le fait que ce soit tabou à ce point. Et je me suis dit, mais comment c'est possible alors que ça va débarquer dans nos vies à tous et toutes, plus ou moins, avec plus ou moins de symptômes, plus ou moins longtemps, avec toutes les nuances qu'on veut, mais n'empêche qu'à un moment, ça arrive. J'ai eu besoin d'en savoir plus pour moi. Parce que je ne laisse pas un truc rentrer dans ma chambre à coucher sans savoir ce que c'est. Et puis, comme mon métier, c'est d'écrire, en fait, un de mes amis avec qui je parlais du sujet quelques semaines ou mois après, il m'a dit, tu as un regard, on ne parle pas du tout du sujet, il n'y a rien dessus. Tu as un regard plutôt apaisant, puisque c'est ton métier d'écrire, tu devrais écrire et tu ferais beaucoup de bien. Et ça m'a parlé. Ça m'a semblé évident qu'il fallait que j'écrive ce livre. Donc, je suis partie, dès le lendemain, je me suis remis à faire une enquête. J'avais pas d'éditeur, j'avais rien, mais je me suis dit, ce livre, il va sortir. Et de fait, il est sorti. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a énormément de témoignages. Oui. Et c'est très utile pour les hommes qui se parlent pas, ils parlent pas entre eux. Et de voir que comment chacun a réussi à s'en sortir. C'est vraiment un bouquin qui donne de l'espoir pour les hommes et moi je répète que j'aimerais bien qu'on utilise de moins en moins le mot andropause parce que c'est pas tout à fait exact et c'est pas une maladie.
Et on a tendance en médecine, on met plein de symptômes, on met ça dans une boîte et on dit ça, c'est une maladie. Et après, on va plus revoir la boîte et les symptômes, mais on va passer son temps à essayer de donner des médicaments pour calmer les symptômes. Et ouais, voilà, c'est ça qui me plaît pas dans la médecine actuelle. En plus, étymologiquement parlant, il est terrible ce mot. Ça veut dire fin de l'homme quand même, hein, androse. Ouais. Ah, voilà. Ouais. Puis, on n'a pas du tout envie. Et puis ça permet comme ça à l'homme d'évoluer et d'arrêter d'être toujours trop dur. Comme tu l'as dit dans le bouquin, il y a une femme qui dit quand mon mec il prend du Viagra, mais sa queue elle est trop dure. Et je trouve ça bien parce que effectivement c'est pas la sienne quelque part parce qu'il y a eu la chimie dedans. Et quand on voit, et ça on l'a vu dans les conférences qu'on a faites, les femmes disent que leurs meilleurs orgasmes c'est quand elles ont une queue à demi-molle, bon je devrais dire pénis mais bon j'ai envie de dire une queue à demi-molle, c'est là qu'elles ont les meilleurs orgasmes. Donc faut arrêter. Non mais je rajouterai là-dessus Claudie, c'est la qualité, pas la qualité de l'érection, c'est la qualité de l'intensité émotionnelle, gestuelle, de la présence, de même l'immobilité qu'on peut avoir avec un pénis qui est à l'intérieur, mais toutes les caresses qui se sont passées avant, les baisers, l'échange, et c'est toute cette quantité émotionnelle de présence, de conscience qui rend du coup le moindre petit geste et la moindre caresse et la moindre peut-être pénétration, non pénétration ou sensation sur le clitoris qui du coup fait exploser parce que tout le corps est en éveil. Donc voilà, j'aimerais quand même le mettre dans le contexte que tu viens de dire. Oui, je voudrais juste rajouter un truc. Il y a une femme qui se retrouve dans un stage, elle se retrouve dans le même lit avec un homme, ils se connaissent pas, mais bon, c'est un stage genre tantra. Hein. De toute façon, on peut pas faire l'amour parce que moi, je suis éjaculateur précoce, mais alors très très précoce. Elle dit bon, on peut essayer, voilà. Et donc très très lentement, il arrive à aller tout au bout, mais alors en s'arrêtant toutes les 3 secondes. Et elle, à la fin, enfin quand il est arrivé à un moment donné au fond, elle a eu un orgasme, mais extraordinaire, et elle a été dans un état modifié de conscience pendant plusieurs jours, dit-elle. Elle était complètement transformée. Et donc là, il n'y avait pas eu communication entre eux à tous les niveaux. Tu as tout un travail qui a été fait, si c'est par exemple un stage de tantra, je ne sais pas, ou un stage sur justement un rapport à soi, à sa sexualité, à son corps, à ses besoins, à sa façon de rentrer en contact avec l'autre par la peau. Et il y avait, je peux imaginer, toute une éducation, tout un travail, toute une sensibilité qui a aussi amené à ce que ça rentre en explosion, en état modifié de conscience, etc. Ça ne vient pas comme ça. C'est facile, mais ça serait peut-être un peu trop facile, quoi. À tester, mais ça arrive. À tester. Bien sûr. Et ce qui nous amène en transition de passer à cette lenteur, à cette prise de conscience, ça nous amène à toute cette évolution de la transition vers une sexualité qui peut être vécue comme étant vers un ralentissement. Et le ralentissement, non pas ralentissement, je peux plus rien faire, mais ralentissement pour aller goûter comme plus de saveurs qui peuvent éclore le long du chemin, comme une conscience que plutôt que de boire mon café très vite, eh bien je goûte toute la saveur de l'amertume, de ce qui peut exploser un peu dans la bouche, etc., ou mon carré de chocolat. Et c'est un peu ce qui se passe dans la sexualité, et c'est ce que j'aime aussi dans ton livre, Anne-Cécile, c'est qu'il y a toute une partie sur des pratiques, des prises de conscience pour aller non pas s'adapter, mais pour aller évoluer avec cette plus de tranquillité
et moins de testostérone qui pousse pour aller vite dans la jouissance. Et ça, je trouve ça super chouette de l'amener aussi dans ton bouquin, quoi. Et c'est un peu aussi le challenge de repenser, réinventer notre sexualité à tous les âges et à tous les moments de la vie et aussi avec différents partenaires. Je l'ai amené et c'est eux qui me l'ont fait découvrir. Je connaissais pas du tout non plus le tantra, hein, mais ça m'a tellement convaincue que je suis allée vérifier. Enfin, je suis allée le vivre moi après parce que oui, ça parle. En fait, ça résonne. Ça m'a beaucoup parlé, quoi. Comme tu dis, cette lenteur, le côté goûter chaque partie de la peau, chaque partie de l'être, et pas juste aller droit au but. Oui, il y a plusieurs mots. Alors, on peut parler de slow sex qui a repris des principes du tantra. On peut parler aussi, là, en sexologie, ils reprennent le terme de sensate focus, c'est-à-dire faire le focus sur la sensation et que la sensation. Et donc, ce qui se passe sous la peau, ce qui se passe avec la pulpe des doigts, et être complètement présent, seconde par seconde, à ce qui est là, plutôt qu'à une anticipation de ce qui va se passer, de ce qui va être fait. Donc du coup, ça calme, ça apaise tout le système, ça fait baisser le stress et ça amène encore plus de plaisir et d'endorphine dans le corps. Donc le ralentissement est une opportunité. Oui, je pense que dans l'anecdote de Claudie, sur ce que tu nous as raconté de ce couple juste avant, là, il y a ce monsieur qui disait « je suis éjaculateur précoce » et elle a dit « on essaye quand même ». Et je pense que le plaisir qu'elle a en tiré, c'est qu'ils étaient extrêmement attentifs à chaque pas. Puisqu'ils disaient « ça va pas marcher », on va voir. Enfin, moi, quand tu nous l'as raconté, je me suis dit « bah oui, ils ont goûté chaque millimètre. Ouais. Et jusqu'ici, on est bien. » Donc déjà, ça se finit maintenant, c'est déjà bien. Et du coup, c'est comme ce carré de chocolat, quand tu le laisses fondre, chaque saveur qui explose et que tu lui laisses le temps de te toucher, quoi. Ouais, en fait, c'est devenir de plus en plus jouisseur, quoi. C'est ça. On jouit de la vie et on jouit de tout. Avec l'âge, ça s'améliore. Ouais, et c'est aussi jouer. Oui. Jouer à jouir, il n'y a qu'une lettre. Oui. Donc c'est cette possibilité justement de rejouer son approche avec une nouvelle donne et d'en faire une expérience plutôt qu'un échec, parce que c'est de ça dont on parle. C'est de passer à nouveau de l'impuissance, qui est un mot qui est horrible et qui a été heureusement, comme la frigidité d'ailleurs, qui est, ou comme l'andropause, qui est la perte, la fin de l'homme, de passer de l'impuissance, comme si je bande donc je suis, et c'est trouver un autre endroit pour vivre. Et c'est donc je jouis, en fait, je jouis de la vie et je jouis de chaque sensation. Donc c'est vraiment ça le message. En tout cas avec Claudie, c'est ce que nous mettons dans nos vidéos, c'est ce que nous essayons de mettre dans nos vidéos, de se jouir de la vie et jouir de la vie à toutes les étapes et de toutes sortes de façons différentes. Donc voilà, à explorer. Alors, tu nous as parlé un petit peu, Claudie, tout à l'heure, d'aspects pratiques, comme par exemple mettre un cock ring. Je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est qu'un cock ring. Ou bon là, j'en ai pas ici mais c'est un anneau pénien, à peu près comme ça, qui est plus ou moins extensible et qui se place sur le pénis à la base proche des testicules et en serrant, en comprimant la verge, va ramener tout le sang le long de la verge et donc va la rendre plus ferme, un peu plus dure, et ça d'une façon naturelle, en évitant que la compression soit au-delà de 20 minutes à peu près ou d'une demi-heure grand max, parce que évidemment plus ça serre, plus il y a de sang, mais au bout d'un moment il faut bien que le sang circule, donc c'est à utiliser avec précaution. Mais tu regardes quand elle est violette, t'arrêtes.
Non, avant. Non, que ce soit pas de la couleur de ma chemise. Arrête avant. Si j'ai bien compris, parce que j'ai un de mes témoins qui m'en a parlé, il faut quand même que la verge soit en érection. C'est-à-dire, non. Ah, d'accord. Alors, ok. Non, tu n'es pas obligé que la verge soit en érection pour mettre un anneau pénien. Si l'anneau pénien est très très, si par exemple il est en métal, tu le mets pas quand ta verge est en érection. Oui. Donc et puis c'est un principe qui est connu, tu vois, on en a retrouvé dans les tombeaux chinois millénaires, il y a 2000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Ils étaient faits avec des cils, ils avaient retrouvé ça, des cils de chèvre, des poils de chèvre. Anneaux de porc et des poils de chèvre qui étaient tout autour. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est que nous avons inventé maintenant. Ce qu'on a inventé, c'est qu'ils sont souvent à pile, voire même maintenant rechargeables. Ça, c'est une technologie de nos jours, mais le principe, il est là depuis très longtemps, puisque on sait très bien que si tu mets tes doigts autour du pénis au plus près des testicules et que tu serres très fort, eh bien le pénis gonfle et devient plus dur, et ça c'est un principe mécanique. Okay. Quand tu parles de pile, ça veut dire qu'il vibre, hein? Oui, c'est ça. Si ça t'a pas dit, hein. Et quand il vibre, si tu veux, l'avantage, la femme peut s'asseoir dessus et ça vibre aussi sur son petit clito. Donc ça peut apporter quelque chose. On peut avoir un cochrane aussi qui se met au niveau des bourses, mais c'est juste pour faire beau, ça fasse un beau paquet bonbons, quoi. Mais c'est pas obligatoirement. Ça peut renforcer l'estime de soi aussi. Hein. Ah bah oui. Un beau paquet, c'est quand même autre chose qu'un petit paquet. Donc tout est bon dans le bonbon, voilà. Voilà. Bon, tu voudrais ajouter quelque chose, Anne-Cécile, par rapport à ton livre ou ce que tu as eu comme témoignage suite à la parution de ton livre? Ce qui était important, c'est que je dise que c'était des témoignages et des solutions, parce que c'est vraiment ce que c'est et que c'est rassurant. Enfin, moi, je l'ai écrit pour que ce soit... L'idée, c'est il y a une suite. Il y a une suite et elle peut être joyeuse. D'autres vidéos que vous avez faites qui elles, recensent les symptômes, etc. Donc, ou alors, j'ai peut-être pas listé, ça peut être, je sais pas, j'ai pas listé les solutions de l'urologue au tantra. Au milieu, il y en a une dizaine quand même. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, parce que vous êtes plutôt tantra. Tu as les sextoys aussi, je veux dire que tu as tu supplémentes, si on est dans un rapport hétéro, tu supplémentes la verge avec un sextoy, et donc ça rentre plus en concurrence, mais c'est complémentaire. Donc tu as ça, tu as parlé un peu de l'Ayurveda aussi, ayurvédique, des compléments alimentaires. Ça, c'est plutôt toi, Claudie, aussi, qui en parlait, qui avait fait une étude là-dessus, il me semble. Bon, on a fait beaucoup sur la prostate, mais pas obligatoirement sur l'andropause. Oui. Je me souviens pas. Bon, il y a aussi un article dans l'IHS, là, dans le site. Voilà, et puis sur Piment Rose aussi. Donc, je pense qu'on est... On est bon. Bon, bah, c'est bien, si ça vous va, moi ça me va. Moi aussi, ça me va. Écoute, merci Anne-Cécile. Ah ben, merci à vous deux. On a mis le temps, mais on a réussi. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.